La Côte d'Ivoire et le Ghana appellent le Mali, le Burkina Faso et le Niger à revenir dans la CEDEAO. Ils les supplient une fois de plus. Et je voudrais aussi lancer un appel aux pays de l'AES pour dire que nous sommes mieux à 15 qu'à 3. Une insistance qui frôle l'acharnement, alors que ces pays ont clairement affiché leur volonté de rompre avec l'organisation régionale. Je voudrais vous dire que toutes les décisions de la CEDEAO sont prises par les chefs d'État. Les Guinéens ont grandi maintenant. C'est moi qui ai donné l'ordre d'expulser cette mission. C'est moi qui les ai chassés d'ici. Certains veulent banaliser nos institutions, mais tant que je serai là, personne ne fera ça. D'accord, c'est toi le héros, tant qu'on y est. Le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, a fixé la date des élections présidentielles et législatives au 23 novembre 2025, soit une semaine plus tôt que prévu. Bon. Et on constate avec amertume, une fois de plus, que son nouveau pari électoral va s'annoncer hautement tendu. C'est très haute tension même. Est-ce que ça surprend quelqu'un ici? On apprend que la RDC offre aux États-Unis l'accès à ces minerais en échange d'une aide dans la lutte contre le M23. Au Congo, on propose aussi une récompense de 5 millions de dollars pour toute personne permettant l'arrestation des fugitifs. Ouattara s'accroche. Il demande au Ghana de retenir le Mali, le Burkina Faso et le Niger dans la CEDEAO. Malgré la décision souveraine du Burkina Faso, du Mali et du Niger de quitter la CEDEAO, Alassane Dramane Ouattara ne semble pas prêt à lâcher prise. Lors de la visite du président ghanéen John Dramani Mahama en Côte d'Ivoire le 5 mars 2025, le chef d'État ivoirien a profité de l'occasion pour exhorter à utiliser son influence afin de convaincre les trois nations de l'AES de revenir sur leur choix. Une insistance qui frôle l'acharnement, alors que ces pays ont clairement affiché leur volonté de rompre avec l'organisation régionale. Oui, mais pour en ce qui me concerne, pour la première question concernant les pays de l'AES, vraiment j'encourage le président Mahama et je voudrais aussi lancer un appel aux pays de l'AES pour dire que nous sommes mieux à 15 qu'à 3. Donc je souhaite que vraiment l'appel du président Mahama puisse être entendu par ces trois pays frères, dont deux sont des voisins de la Côte d'Ivoire, que nous puissions continuer ensemble au sein de la CEDEAO. C'est ça même. Tu penses qu'ils vont faire comme s'ils ont oublié toutes les menaces que tu as proférées, en étant très fâché, très sévère. Ok. La Côte d'Ivoire et le Ghana appellent le Mali, le Burkina Faso et le Niger à revenir dans la CEDEAO. Ils les supplient une fois de plus. Le président de la Côte d'Ivoire et du Ghana ont exhorté le Mali, le Burkina Faso et le Niger à réintégrer la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, en abrégé CEDEAO, qu'ils ont quitté en fin janvier 2024 pour former l'Alliance des États du Sahel. Le 5 mars, Alassane Ouattara et John Dramani Mahama ont lancé un appel en faveur du retour des trois pays sahéliens au sein de l'organisation ouest-africaine. Il souligne l'importance d'un soutien humanitaire et sécuritaire à ces États et a insisté sur les avantages d'appartenir à un regroupement de 15 nations plutôt qu'à une alliance plus restreinte. Il fallait penser à ça avant de les punir, de les châtier, de les insulter et de menacer de les attaquer militairement. Là, il n'y avait pas de remise en question. Il n'y avait pas de « est-ce qu'on n'est quand même pas en train d'exagérer? Est-ce que ce ne sont pas nos frères ?» Ça non, regroupement de 15 nations, frères. Non, ce ne sont pas des frères. Pas du tout, pas après ce qu'ils ont fait. Et encore moins quand ça vient de la bouche d'un gars comme Ouattara, qui était prêt à déployer des armées. C'est-à-dire, lui, non, c'est encore plus grave. Donc pour le déploiement des troupes d'un certain nombre de pays, dont la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fournira un bataillon et a pris toutes les dispositions financières pour l'opération. Si elle doit durer 3 mois, les provisions seront faites au niveau budgétaire pour que nos soldats et nos officiers qui participeront à cette opération ne manquent de rien. Donc la Côte d'Ivoire est prête et je viens de donner instruction au chef d'état-major général des armées de commencer la mobilisation de ces troupes pour leur participation à cette opération de la CEDEAO. De son côté, Alassane Ouattara a exprimé sa confiance à son homologue ghanéen pour mener une médiation entre la CEDEAO et l'AES. Nous comptons sur vous, Monsieur le Président, pour convaincre nos frères de rester dans la CEDEAO, car c'est l'avenir des peuples d'Afrique de l'Ouest qui est en jeu. C'est ce qu'il a déclaré. Bravo.
C'est-à-dire que ça sonne tellement plat, tellement faux, je répète, quand ça vient de la bouche d'un gars comme lui. C'est pas possible. C'est pas possible que quelqu'un y croit. À ce jour, Bamako, Ouagadougou et Niamey n'ont pas officiellement répondu à cette invitation. Ils avaient été clairs. Il n'y a pas de retour possible. Et il y a certains changements sur lesquels on ne revient pas. Il y a certaines décisions sur lesquelles on ne revient pas. Et il y a certains comportements qu'on ne peut tout simplement pas pardonner. Et ce que la CEDEAO a fait est impardonnable. Est-ce qu'ils vont ressusciter toutes les personnes qui sont mortes à cause de leurs sanctions? Est-ce qu'ils vont ramener toutes les vies gâchées à cause de leurs sanctions? Les familles endeuillées, les gens qui ont souffert, l'argent qui a été perdu par ces États dans leurs différentes sanctions. Est-ce que ce sera rendu? Depuis, les 3 gouvernements ont adopté plusieurs initiatives visant à consolider leur union. Parmi ces mesures, l'AES a introduit dès le 29 janvier de nouveaux passeports nationaux en remplacement des documents de la CEDEAO. Le président burkinabé Ibrahim Traoré a déclaré que cette alliance pourrait servir d'exemple pour une Afrique unie et autosuffisante. Ils ont aussi partagé un drapeau commun. Ils ont mis en place un média commun et tout un tas d'autres projets qui permettent la communication et l'échange entre les 3 nations. Petite pause. Sachez que vous pouvez souscrire à la chaîne pour 3 € et pour 10 € par mois et avoir du contenu exclusif en fonction du forfait. Tous les membres qui ont payé un abonnement peuvent rejoindre le groupe Telegram où j'ai déjà partagé plus de 150 vidéos qui ne sont plus sur la chaîne. Et dans ce groupe, je partage régulièrement ce que je ne peux pas publier sur YouTube. Et pour ceux qui veulent apprendre, nous avons de nouvelles formations. En plus de celle qui vous apprend à faire une chaîne YouTube rentable, on a rajouté des formations en montage vidéo, en conception de miniatures et en écriture de vidéos. On vous apprend comment monter une vidéo en face caméra, en illustration ou encore en utilisant des avatars. On apprend également à faire des miniatures comme Pensy Kamit, Yomi Denzel ou encore le célèbre youtubeur MrBeast. Je vous laisse toutes les informations en description. Revenons au sujet. Bien que sortis de la CEDEAO, les pays de l'AES ont néanmoins décidé de maintenir une politique d'ouverture envers leurs voisins en supprimant les visas pour les ressortissants des pays membres de l'organisation régionale. Et ils ont justifié cette mesure par la nécessité et les liens historiques entre les peuples africains. Donc, c'est par esprit de fraternité, de solidarité et d'amitié qu'ils le font. Pas par obligation. Parce qu'ils se rendent bien compte que c'est important que les gars puissent communiquer. C'est tout. Que les gens puissent circuler à travers le continent. Aujourd'hui, que la CEDEAO ne fasse pas comme si il n'y avait pas de problème initial. Il y a un problème initial qui n'est toujours pas réglé. C'est que la CEDEAO est profondément contrôlée par des puissances étrangères. Et des puissances étrangères qui sont hostiles à l'Afrique. C'est eux qui ont créé les conditions du retrait des pays de l'AES. Vous imaginez dans le siège de la CEDEAO, il y a des militaires, des colonels et des officiers supérieurs européens qui ont des bureaux dans les bureaux de la CEDEAO pour manipuler. En déplacement au Mali cette fois-ci, le président du Ghana a appelé à renforcer le dialogue entre l'Alliance des États du Sahel et la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Lors d'une visite à Bamako le 8 mars, il a insisté sur la nécessité de corriger le manque de confiance entre les dirigeants des 2 blocs afin d'instaurer un respect mutuel. Après qu'on a envoyé le président du Sénégal, ensuite celui du Togo, maintenant c'est le président du Ghana, le nouveau président du Ghana, que l'on envoie essayer de ramener l'AES au sein de la CEDEAO. Une tactique qui ne va pas marcher. Malgré toutes les tensions que l'on connaît là, John Mahama, président du Ghana, plaide pour une coexistence pacifique. Il a fait comprendre qu'ils doivent œuvrer pour établir des relations dignes de ce nom entre l'AES, qui est une réalité irrévocable de la CEDEAO. Voilà, vous voyez qu'à son niveau, il a fait comprendre que c'était irrévocable, non, qu'on n'a plus besoin de l'envoyer à gauche et à droite. Et maintenant, on doit aussi comprendre que ce n'est pas l'AES qui dérange la CEDEAO, c'est l'inverse. C'est la CEDEAO qui est belliqueuse, c'est la CEDEAO qui est nuisible. Ce n'est pas l'AES. L'AES a toujours fait comprendre que voilà, ils sont ouverts simplement qu'ils ne sont plus sur le joug et ils ne vont plus subir de n'importe quelle manière leurs décisions criminelles. Et on fait comprendre que le président du Ghana a dit ces paroles après son entretien avec le président malien Assimi Goïta. Ça veut dire que les deux se sont assis, ils ont eu une discussion longue et franche. Il lui a montré un certain nombre de documents, un certain nombre de preuves, un certain nombre d'actes et d'actions. Et à la fin de la conversation, le président du Ghana, venu convaincre l'AES de revenir dans la CEDEAO, s'est dit « Waouh, c'est plus possible. Tout ce qu'on peut faire là maintenant, c'est essayer de coexister parce que désormais, l'AES est une réalité irrévocable. » Donc lui-même, il a admis et il va rapporter. Il va dire que ce que vous avez fait aux gens là, non, moi-même si j'étais eux, je partais. Ce que vous avez fait à l'AES, c'est inadmissible, inimaginable. Vous ne pouvez pas me demander
de les convaincre de revenir. Moi-même, je n'accepterai pas de revenir. Donc, je ne peux pas faire ça à leur place. C'est bien lorsqu'il y a des personnes qui comprennent les notions aussi simples et basiques. Ça évite de trop bavarder. Le samedi 8 mars à 11h16, le président de la République du Ghana a atterri à l'aéroport international. À sa descente de l'avion, il a été accueilli avec honneur par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre le Mali et le Ghana. De base, c'était ça du moins. Naturellement, nous avons discuté donc de ces liens, de ces relations qui peuvent exister entre donc, la Confédération de l'Alliance des États du Sahel et la CEDEAO, prise en tant que regroupement dans la sous-région. Nous avons compris qu'il y a eu donc une sorte de manque de confiance entre les leaders donc, des différents regroupements donc, de la CEDEAO, de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Mais je pense que ce manque de confiance doit donc être corrigé et afin qu'il puisse y avoir le respect mutuel entre donc, le leadership donc, de chacun de ces regroupements au niveau de la sous-région. Donc nous allons pouvoir travailler afin que puisse exister des relations donc, dignes de son nom entre l'AES, la Confédération donc, des États du Sahel qui existe, qui est irrévocable, et aussi la CEDEAO. Si vous considérez ainsi, je peux dire que je suis un ancien, parce que j'ai été, en son temps, j'ai été déjà président en exercice de la CEDEAO, et je peux dire également que je suis nouveau, parce que je viens d'être élu président donc, de la République du Ghana. Et je pense que, comme toujours, nous sommes entre nous, nous sommes frères, nous sommes tenus à vivre ensemble. Et donc, Ghana, à travers ma personne, nous avons pris l'engagement de poursuivre donc, cet appui donc, à la Confédération et aussi de travailler à faire en sorte à ce qu'il existe donc, ce lien, ces relations donc, entre les deux regroupements, entre la Confédération des États de l'AES et la CEDEAO, donc dans notre espace ouest africain. On comprend avec cette déclaration que le Ghana reconnaît l'AES en tant qu'entité pérenne et légitime, et non comme une simple parenthèse. Le président ghanéen a insisté sur la nécessité de privilégier le dialogue et la coopération, plutôt que la confrontation pour résoudre les différends et promouvoir l'intégration régionale. Cette visite a également été l'occasion de renforcer les liens bilatéraux entre le Mali et le Ghana, avec la volonté de réactiver la grande commission mixte de coopération entre les deux pays. Après le Mali, le président ghanéen s'est rendu à Niamey et à Ouagadougou pour pouvoir clôturer sa tournée dans l'AES. Il poursuit sa tournée dans la Confédération des États du Sahel, après une visite fructueuse au Mali. Il était attendu dimanche 9 mars à Niamey, au Niger, pour pouvoir renforcer les liens diplomatiques et de coopération avec les États membres de l'AES. Cette visite d'amitié et de travail s'inscrit dans la continuité de la démarche entreprise par le président Mahamat pour consolider les relations du Ghana avec les pays du Sahel et notamment pour favoriser un dialogue constructif entre l'AES et la CEDEAO. Au Niger, les discussions ont porté sur les enjeux sécuritaires et diplomatiques cruciaux pour la région, notamment la lutte contre le terrorisme et la stabilisation de la transition démocratique. L'étape finale de cette tournée régionale mènera le président Mahamat à Ouagadougou, au Burkina Faso, où il est attendu lundi 10 mars. Il s'agira de sa première visite au Burkina Faso depuis son investiture en janvier 2025. Au Burkina Faso, le président Mahamat rencontre son homologue, le capitaine Ibrahim Traoré, pour un tour d'horizon de la coopération bilatérale, de la situation sécuritaire au Sahel et des enjeux géopolitiques régionaux et internationaux. Les deux chefs d'État partagent une vision commune sur de nombreuses questions de gouvernance mondiale. Cette tournée du président Mahamat témoigne de l'importance que le Ghana accorde à ses relations avec les États de l'AES et de sa volonté de contribuer à la stabilisation et au développement de la région. Voilà. Voici ces photos avec le président Tiani. Au moins quelqu'un qui arrive dans l'objectif de comprendre et non pas d'exiger quoi que ce soit.
On poursuit avec ça. La CEDEAO a intérêt à laisser le président de la Guinée-Bissau tranquille. On doit le laisser seul dans son coin, sinon il risque de trahir certains petits secrets. Et là, ce sera très grave. La manière dont le type s'est dit qu'il est nerveux, ce n'est pas pour s'arrêter là. Je serai candidat, cela ne fait pas l'ombre d'un doute, et je vais gagner dès le premier tour. La mission qui vient de partir ne reviendra plus ici tant que je serai encore au pouvoir, rassurez-vous. Je voudrais vous dire que toutes les décisions de la CEDEAO sont prises par les chefs d'État. Les Guinéens ont grandi maintenant. C'est moi qui ai donné l'ordre d'expulser cette mission. C'est moi qui les ai chassés d'ici. Quand une mission de la CEDEAO, des Nations Unies ou de l'Union africaine vient dans un pays, elle vient avec une feuille de route. Et le président de la République du pays d'accueil valide ce document. Notre pays a ses règles. Ce n'est pas une république bananière. Certains veulent banaliser nos institutions. Mais tant que je serai là, personne ne fera ça. D'accord. C'est toi le héros, tant qu'on y est. Le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, a fixé la date des élections présidentielles et législatives au 23 novembre 2025, soit une semaine plus tôt que prévu. Bon, c'est du moins selon un décret publié le 7 mars. Cette décision intervient après des consultations avec les partis politiques afin de trouver un consensus sur le calendrier électoral. L'objectif affiché est d'assurer. Vous savez, quand on parle des élections en Afrique, ça me fait toujours rire. Bref, c'est d'assurer une meilleure organisation du scrutin, mais bien sûr. Cependant, cette annonce divise la classe politique. Une partie de l'opposition remet en question la légitimité du président, estimant que son mandat a pris fin en février 2025. Point. Tandis que la Cour suprême de justice a statué qu'il expirait le 4 septembre 2025. Et ce climat de tension vient s'accentuer avec ce qu'il a dit, vu qu'il a chassé la CEDEAO et que la CEDEAO a un peu boudé. Mais sans rien dire de plus, c'est vraiment juste boudé. Ça contraste énormément avec ce qu'on a vu dans l'AES. En même temps, il ne faut pas oublier que Sissoko Embalo a reçu une médaille de la part de Macron. Il a été médaillé, donc imaginez un peu. Bien sûr qu'il ne sera pas traité comme les gens de l'AES. Il reste quand même un fervent servant. Pour ceux qui n'ont pas le contexte, en février 2025, il y a une mission de la CEDEAO qui avait été envoyée pour tenter d'apaiser les différentes tensions électorales. Et cette mission a dû quitter la Guinée-Bissau après qu'Embalo ait menacé de les expulser. Le président de la Guinée-Bissau a également confirmé son intention de briguer un second mandat. Son premier quinquennat a été marqué par des turbulences politiques. Bien sûr, ça n'étonne personne. Parmi lesquelles la dissolution du Parlement en décembre 2023. On sait de qui il tire ce genre de coup. Et il a fait ça après ce qu'il a qualifié de tentative de coup d'État. Dans la foulée, il avait annulé les élections législatives initialement prévues pour le 24 novembre 2024, invoquant des difficultés logistiques et financières. Et il était arrivé au pouvoir le 27 février 2020. Et on constate avec amertume, une fois de plus, que son nouveau pari électoral va s'annoncer hautement tendu. Sur très haute tension même. Est-ce que ça surprend quelqu'un ici? Levez la main, personne. Voilà. On passe à la suite. Alors, rapidement, on apprend que la RDC offre aux États-Unis l'accès à ces minerais en échange d'une aide dans la lutte contre le M23. J'en avais déjà parlé sur la chaîne en expliquant à quel point cela est une mauvaise idée et nous étions tous unanimes à ce niveau. C'est une très très mauvaise idée de faire ça. Parce qu'on sait tous très bien qu'il y a derrière cette guerre de proxy entre le Rwanda et la RDC. Ce n'est pas en allant donner ces minerais qu'ils vont accepter, ils ne vont jamais l'accepter. Parce qu'ils ne sont pas dans cette optique de vouloir faire les choses correctement. C'est parce qu'ils pillent au travers le gouvernement du Rwanda qu'ils trouvent leur compte, c'est tout. Donc cette lâcheté de parti proposer des trucs ne va pas marcher et je trouve ça tellement... Et ça fait tellement honte à bien des égards. Parce que là où on s'attend à ce que le gouvernement soit acharné, on ne trouve rien. Au Congo, on propose aussi une récompense de 5 millions de dollars pour toute personne permettant l'arrestation des fugitifs Corneille Nangaa, Bertrand Bisimwa et Sultani Makenga. 4 millions de dollars pour toute information permettant l'arrestation de Pero Louara, Irenge Baelenge et d'autres fugitifs recherchés. Et c'est là le ministre de la Justice qui a partagé l'information, Constant Moutamba. Le communiqué dit ceci. Son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, annonce qu'une récompense de 5 millions de dollars est offerte à toute personne permettant l'arrestation des condamnés, dont les noms ont été cités là. En outre, une prime de 4 millions sera accordée à toute information menant à l'arrestation de leurs complices en fuite.
Les personnes fournissant des informations crédibles bénéficieront de la garantie effective, du paiement de la récompense ainsi que de la protection totale de leur identité et de leurs données personnelles. Par ailleurs, une remise de peine sera accordée aux dénonciateurs impliqués, donc si un d'entre eux dénonce les autres, c'est ça, aux dénonciateurs impliqués à l'exception des cas de crimes contre l'humanité, avec maintenant le contact qu'ils ont partagé et tout, ainsi que la signature. Voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Je vous laisse avec la question. Quel est le facteur principal qui limite l'influence de l'Union africaine dans la résolution des conflits internes sur le continent africain? A. La divergence idéologique entre ses membres, rendant difficile une action concertée. B. L'incapacité de l'Union africaine à financer ses propres missions de maintien de la paix. C. Le manque de légitimité de l'Union africaine auprès des populations locales. D. La préoccupation constante des États africains vis-à-vis des interventions étrangères dans leurs affaires internes.